Bien, chers amis, je reviens pour la quatrième partie de notre cours en ligne. J'ai juste réactualisé la page, hein, le paragraphe barré, je l'ai un peu descendu. J'ai rajouté un paragraphe avec du texte ici. Après que nous ayons fait le soulignement ainsi que d'autres décorations des textes, maintenant on va faire l'alignement des textes. Comment est-ce qu'on fait l'alignement des textes avec la CSS? En fait, déjà, on utilise la propriété CSS Text Align pour faire l'alignement du texte. Et cette propriété CSS Text Align prend 4 valeurs. Elle va prendre la valeur left lorsqu'on veut aligner le texte à gauche, center lorsqu'on veut le centrer, right lorsqu'on veut l'aligner à droite, et ainsi que justifié lorsqu'on veut obtenir une certaine uniformité du texte à gauche tout comme à droite. D'accord? Donc c'est ça. Alors par défaut, le texte en principe, le texte align a pour valeur center. Mais on va essayer maintenant de le justifier et vous allez voir différents comportements de l'attribut text align. Imaginez peut-être pour le premier paragraphe, hein, j'ai décalé le premier paragraphe, j'ai juste recopié le paragraphe 3 deux fois que j'ai ramené ici pour avoir un peu plus de texte et faire notre test. Je vais peut-être dans l'introduction 3. Je rajoute la propriété text align. Cette fois, je lui dis justifier par exemple. Pour peut-être introduction 1, text align, je le place par exemple à droite. D'accord. Pour introduction 2, text align, je le place au centre. En enregistrant, voici ce que nous obtenons comme résultat. Regardez par défaut comment est le paragraphe. Il y a des paragraphes qui se terminent, certains par ici, d'autres qui avancent un peu là, d'autres qui se terminent là. Mais lorsqu'on vient actualiser, vous vous rendrez bien compte qu'on a eu une certaine uniformité en termes de texte. Ça signifie qu'ici, on a justifié le paragraphe. Donc, text align, c'est justifié. Et ici, nous l'avons aligné à droite. Donc, tout le texte a un penchant à droite. Et ici, nous l'avons centré. Hein? Toutes les phrases sont centrées. Donc voici au moins comment on utilise texte align. Et ici, je l'ai justifié. Mais regardez pour un paragraphe, par exemple, qui n'est pas justifié, vous vous rendrez bien compte que l'alignement par défaut, c'est à gauche. N'est-ce pas? Il faudrait que les choses soient comprises comme ça avec l'attribut texte align. D'accord? Alors, les flottants. CSS nous permet aussi de faire flotter un élément autour du texte. On dit aussi qu'on fait ce qu'on appelle un habillage. Alors pour que vous voyez bien ce qu'on parle, la figure suivante, je vais devoir vous montrer comment est-ce qu'on peut créer le flottant. Mais d'abord, avant tout, pour faire flotter un élément, avec la CSS, on utilise l'attribut float. Et cet attribut prend deux valeurs. Soit left, pour faire flotter à gauche, ou soit aussi right, pour faire flotter à droite. Et pour le test, voici ce que je vais faire. Je vais d'abord essayer de faire flotter une image autour du texte. Parce que quand je parle des floats, je crois que beaucoup se posent ici la question de savoir mais qu'est-ce qu'il veut dire par float. Je vais rajouter le logo de UPL autour du premier paragraphe. Puis après, je vais vous montrer c'est quoi faire flotter une image autour d'un élément. Donc c'est par là qu'on va d'abord commencer. Je vais faire flotter à gauche. On peut aussi faire flotter à droite. Hein. Là, il n'y a pas de problème. Donc sur notre élément HTML, je veux rajouter l'image au paragraphe. Et ensuite, on va faire flotter l'image à l'élément. N'est-ce pas? Donc au premier paragraphe, d'abord nous rajoutons l'image. Puis nous allons faire flotter cette image à l'élément. Voici comment je vais y procéder. Dans le premier paragraphe, je veux y rajouter une balise image. Comme source, je crois bien que c'est dans IMG. Je vais rajouter logo .jpeg. En tout cas, c'est pas trop. Je vais vérifier si c'est vraiment JPEG. Je ne suis pas sûr que c'est comme ça qu'il est nommé. Voyons dans image, c'est images, c'est même pas IMG. C'est logo.png. Voilà. Donc je reviens là. Je vais prendre ce logo.png. Attention, on allait oublier quelque chose, c'est dans Images. Images, logo.png. Alors observons d'abord le rendu.
jusque là. Voilà, vous voyez, on a le logo et le paragraphe vient commencer à la fin du logo. Or, lorsque je fais un soulignement, vous allez voir qu'il y a toute cette partie en bleu qui est restée inutilisée, ce qui n'est pas très bien lorsqu'on fait un design. Il faut faire habiller le logo au texte. Faire habiller le logo au texte, et pour ça on va utiliser image, on va créer une classe. Alors une classe, rappelez-vous, je vous ai dit qu'ici une classe on l'appelle comme on veut. Moi je peux l'appeler par exemple ing flottant. Vous aussi vous pouvez aussi lui donner un nom tel que cela vous arrangerez. Float, je le mets à left, ok, je fais flotter l'image au left, et ici je viens de lui appliquer la classe. Je viens de lui appliquer la classe, je l'ai appelé comment? Image float. Attention, j'ai un peu oublié comment est-ce que je l'ai nommé. Si vous oubliez, c'est pas mal de venir faire un copier-coller. En fait, vous serez sûr que ce que vous mettez, c'est exactement ce que vous avez écrit. Et les choses se passent bien comme ça. D'accord? En faisant un float à gauche, vous voyez maintenant que j'ai rhabillé le texte. Il flotte autour de l'image. On peut aussi faire flotter un élément, mais cette fois-là à droite. C'est aussi une possibilité. Si vous voulez faire flotter à droite, vous n'aurez tout simplement qu'à lui dire que tu le fais flotter, mais cette fois-là à droite. Hein? Quand vous le faites flotter à droite, lui aussi comprendra qu'il doit faire flotter l'image à droite. Ok? Donc ça, ce sont les deux possibilités que nous avons pour l'instant avec le float. Mais il y a une subtilité avec le float. Lorsque vous voulez faire flotter une image à quelque chose, il faut aussi stopper le flottant. Je vous ai montré si on peut utiliser left ou right pour faire flotter soit à gauche, soit à droite. Mais il y a aussi une possibilité de stopper un flottant. Hein, quand vous voulez stopper un flottant, ça veut dire que, imaginez-vous, je vais prendre d'abord un scénario ici. Vous mettez en place un flottant. Le texte autour de l'habillage, mais à un certain moment, vous voulez qu'au bout d'un moment, le texte continue en dessous du flottant. Donc, juste après la fin de l'image, que le texte continue, mais cette fois-là en dessous du flottant. Je vais vous montrer ça rapidement, ce que ça voudrait dire. On peut enchaîner avec plusieurs BR. C'est possible, ça peut créer ça, mais le résultat sera mitigé. Pour ce faire, pour stopper ce flottant, on utilise clear. Clear, baf, pour dire tu stoppes le flottant à partir de là. Et il peut quitter le flottant. Ça veut dire quoi? J'ai mon premier paragraphe, j'ai l'image, je fais flotter l'image à ce texte. Puis j'aimerais qu'à partir de ce texte, stopper mon flottant. Je n'ai qu'à rajouter par exemple le clear buff pour dire à partir de là tu stoppes le flottant. Clear buff pour dire tu stoppes le flottant à partir de ce niveau-là. Et voici comment est-ce que ça peut se faire pratiquement. D'abord, je vais expliquer ce que je veux dire par là. Je peux me dire qu'à partir d'ici, c'est un exemple. À partir d'ici, j'aimerais que ça ne puisse pas flotter à l'image et que ça vienne en dessous de l'image. Pour réaliser ça, je dis ceci. Alors, je n'ai pas créé des classes. Voilà pourquoi tu allais bien vous rendre compte que c'est en blanc. Pour lui dire que c'est une classe, pour rajouter un point. Okay? Et je lui dis par exemple là-bas, il y a. Par exemple, je lui dis quoi? Clear buff, par exemple. Pourquoi est-ce qu'on met le clear buff ici? Parce que tant que vous n'avez pas atteint le dernier texte du paragraphe qui arrête le flottant, il continuera toujours à suivre le flottant autour de l'image, même si vous rajoutez une autre balise P. Donc ici, je peux rajouter une balise P là. Comme ça, je referme la première. Puis j'ouvre un autre paragraphe à ce niveau. Voilà. Comme ça, en fait, j'aurai deux paragraphes distincts. Ils peuvent ressortir comme ici. Voilà. Là. Voilà, c'est bon. Regardez bien, j'ai deux paragraphes différents. Pour qu'on s'entende, je dois aussi lui appliquer aussi la même classe que j'ai appliquée à l'autre. Je lui appliquer la classe introduction 3. Je lui applique aussi la classe introduction 3.
En lui appliquant la classe introduction 3, le résultat à recevoir est celui-ci. Il est tout en dessous. Là, le résultat est clair. Maintenant, si ce n'est pas ça que je suis en train de poursuivre et que j'aimerais qu'il puisse flotter directement en dessous de l'image, je peux en lui rajoutant par exemple les balises span là, comme ça. Je vous ai dit que ce sont des balises à ne rien faire, des balises qui nous permettent de ne rien faire. Au troisième chapitre, nous allons y revenir avec force et détail. Vous allez comprendre c'est quoi les balises span et que veulent dire ces balises. Le flottant, on ne sait pas voir l'impact des balises span. Je peux venir à partir des balises span là, j'aimerais que tous les textes qui viennent là, qu'ils apparaissent en dessous. Qu'ils apparaissent en dessous. Je vais vérifier si c'est comme ça que j'ai appelé la classe. Je l'ai appelé dessous. Dessous, puis là. Je peux utiliser une balise bloc. Un paragraphe peut nous permettre d'obtenir une balise bloc. J'ai mis de stopper le flottant à partir de là. Il stoppe le flottant à partir de là. C'est-à-dire que tout ce paragraphe que nous avons ici n'est plus encore en train de flotter autour de l'image. Quelle que soit la taille de l'image, il sera forcé à descendre et à être en dessous. N'est-ce pas? C'est tout simplement ça que nous essayons d'expliquer. On a un premier paragraphe, là qu'on a l'image. On a un second paragraphe, puis on a un troisième paragraphe. Et à ces éléments-là, je peux stopper le flottant à un certain moment. N'est-ce pas? La couleur de fond. On va maintenant s'intéresser ici à quelques propriétés qui sont liées de près ou de loin à la couleur. Nous verrons entre autres comment changer la couleur du texte, comment mettre comment mettre une couleur ou une image d'arrière-plan, comment ajouter des ombres et comment jouer avec le niveau de transparence, n'est-ce pas? Ce sera une partie tout aussi intéressante, ce qu'on va voir d'un moment à l'autre ensemble. Alors bien, maintenant on va poursuivre avec la couleur et le fond. On va désormais nous intéresser à des propriétés liées de près ou de loin, comme je vous l'ai dit ici, à changer les couleurs, l'arrière-plan, des ombres, ainsi que la transparence et toutes ces choses-là. Donc, comment à part la couleur de texte? Pour changer la couleur de texte, on utilise la propriété CSS Color, n'est-ce pas? Pour indiquer le nom de là où on peut indiquer le nom de la couleur. Et le nom de la couleur s'indique généralement en anglais. On peut mettre blue, je sais pas, black, white, et toutes ces autres couleurs que vous connaissez en anglais. C'est chose que nous faisions déjà jusqu'à présent dans nos tests. Mais il y a une difficulté ici que j'aimerais bien que vous puissiez nommer. C'est quoi le truc? Le seul défaut, c'est qu'en renseignant la couleur en anglais, alors le seul défaut, c'est qu'il n'existe que 16 couleurs standards, n'est-ce pas? Si vous les énumérez, même vous-même si vous essayez de le faire même en français, rouge, blanc, jaune, orange, violet, mauve, je sais pas, rose, un peu tout ce que vous allez citer, à la 16e couleur, je pense très bien que vous aurez épuisé toutes les couleurs que vous connaissez, n'est-ce pas? Sauf si vous en avez d'autres supplémentaires, mais même alors, vous serez encore toujours saturé et limité. Donc cette façon de renseigner, par exemple, les couleurs est tout à fait limitée. Voilà pourquoi ce que nous avons ici, une alternative à cette façon de renseigner les couleurs, par exemple. On utilise la notation hexadécimale, parce qu'avec la notation hexadécimale, comme vous l'aurez vu dans les cours d'architecture, il est possible ici de renseigner des couleurs en se basant sur les trois facteurs RGB, en préfixant par un dièse, des valeurs hexadécimales. Les deux premiers digits représentent le rouge, les deux digits qui suivent représentent la couleur verte et les deux digits
de fin représente la couleur bleue. Avec l'agencement de ces trois couleurs, on peut donc trouver des millions, alors des millions de couleurs. Donc c'est cette possibilité-là que nous allons plutôt ici utiliser pour renseigner la couleur. Comment renseigner par exemple la couleur en hexadécimal? C'est de cette façon-là que nous allons faire les choses pour la première fois. D'abord hexadécimal. Je tiens déjà à vous signaler ici que nous utiliserons la notation hexadécimale car c'est la meilleure, alors la meilleure de toutes pour renseigner une couleur. D'accord? Par exemple, vous avez le FF5A et puis tout, c'est une façon de renseigner la couleur. Par exemple, le F 6 fois comme ça représente la couleur blanche et toutes ces choses-là. Donc, je vais par exemple essayer ici pour le premier paragraphe, par exemple, je vais essayer peut-être pour mon titre de niveau 1. Il est où le titre du niveau 1? Je ne lui ai renseigné aucune couleur, donc je peux le faire ici. H1. Je peux lui donner ici la couleur en hexadécimal. Si vous utilisez des outils plus intelligents, ils vous donneront la possibilité d'avoir toutes ces choses-là, hein, d'avoir des couleurs. On joue avec la couleur et toutes ces choses. Par exemple, avec ce que j'ai mis là, on peut obtenir rapidement la couleur rose et vous pouvez jouer avec. J'insiste ici, il faut renseigner une valeur en hexadécimal. Si ce n'est pas une valeur en hexadécimal, bah, eh bien, vous n'aurez rien. Avec des valeurs en hexadécimal, on peut avoir des millions, alors je dis bien des millions de couleurs selon que l'on le désire. Selon que l'on le désire, par exemple, n'est-ce pas? Donc, je vous laisse la possibilité de cogiter un peu avec tout ça. Faites aussi quelques petites recherches sur les couleurs en hexadécimal. Il y a déjà des outils qui existent. Vous pouvez jouer avec tout ça et puis obtenir des résultats vraiment fabuleux, mais aussi surprenants, selon que vous le désirez. Donc, il existe des millions de couleurs. En tout cas, ça ne fait pas très beau. Ça fait pas très beau. Alors, c'était un peu ça. Je crois qu'on a quand même donné ce qu'il fallait. Là, j'obtiens encore une autre couleur, encore trop intéressante. On ne va pas avoir des millions de couleurs comme je vous l'ai dit. On ne va pas trop perdre du temps là-dessus. Je vais poursuivre avec la leçon. On peut aussi renseigner la couleur avec une autre méthode qui, elle aussi, peut être utilisée. Nous l'utilisons encore plus souvent. C'est la méthode RGB. Avec la méthode RGB, c'est en fait une méthode où on renseigne les trois facteurs. Le facteur en rouge, le facteur en vert, ainsi que les facteurs en bleu. Parce que dans l'humanité, en fait, il n'existe que trois couleurs. Le rouge, le vert, ainsi que le bleu. Le mélange de ces trois couleurs peut nous permettre d'obtenir toutes les autres couleurs du monde. C'est comme ça que la rétine de l'être humain perçoit toutes ces choses-là. Donc il faut déjà que ça soit entendu comme ça. Donc on peut renseigner la couleur avec la méthode RGB. On peut essayer ça ici. J'ai une couleur là que j'aime bien souvent, mais je vais quand même essayer. Je vous laisse aussi le choix de choisir ce que vous voulez. Peut-être pour le titre H3, je vais lui donner la couleur avec la méthode RGB par exemple. Je vais lui donner la 24, 24, 24. Voilà. Et puis je peux actualiser. 24, 24, je crois que j'avais un peu de la couleur grise. Pour ce H3 là, je vais changer. Là par exemple, je vais mettre 120. Ici par exemple, je vais mettre là une valeur même de 70. On peut avoir toujours plusieurs. Parce que j'ai d'abord un titre de niveau 3 ici. Le titre qui suit, il est de quel niveau? Il y aura une option ici, c'est un titre de niveau 3. Voilà. Ça ressemble un peu à du violet. Essayez aussi sur vos navigateurs avec ces codes de couleur là. Tout ça là, on appelle ça un code de couleur. La valeur hexadécimale, elle suit là. Ici, c'est avec RGB. Vous avez aussi des valeurs que vous pouvez essayer. Et chez vous, je vous laisse cogiter avec tout ça et dire le résultat que vous obtiendrez. Alors, la couleur de fond. Pour donner une couleur de fond, on indique une couleur de fond en utilisant la propriété CSS Background Color.
Avec background color, elle s'utilise de la même manière que la propriété color. C'est-à-dire que vous pouvez taper le nom de la couleur, l'écrire en notation soit hexadécimale ou soit utiliser la méthode RGB. Nous avons retenu ici deux méthodes, hexadécimale et puis RGB. Hexadécimale, c'est la meilleure méthode parce qu'on peut avoir millions de couleurs. Et puis RGB, c'est pas trop recommandé, n'est-ce pas? Alors je vais essayer d'appliquer une couleur de fond, par exemple sur le corps. Comme sélecteur, je vais prendre la balise Bali, n'est-ce pas? Pour lui appliquer ici une couleur de fond, n'est-ce pas? Je vais prendre aussi la balise Bali. Voilà. Et je vais renseigner ici background color. Background color, je peux donner. En fait, puisque on a dit ici qu'on peut cogiter avec et voir ce que ça peut donner. Je peux essayer quelque chose. 90 par exemple. Là. La couleur du texte, je vais la placer par exemple en blanc. La couleur blanche, c'est F 6 fois. Vous pouvez aussi utiliser F 3 fois si vous avez codé sur un seul digit. Cette fois-là, ça diminuera le nombre de couleurs nécessaires utilisables, quoi. Alors, comme couleur du fond, là, je peux le mettre. Là, ça fait pas trop beau, quoi. Hein, vous avez vu quand même comment est-ce qu'on peut changer la couleur de fond. On était encore où là, hein? Voilà. Je sais pas trop ce qu'on va obtenir là. Et ici, ça. En fait, il existe des millions, vous ne savez pas trop tous les retrouver. Mais en travaillant trop avec un peu d'expérience, vous obtiendrez des couleurs. Par exemple, là, j'obtiens un petit vert cassé, n'est-ce pas? En fait, chacun est libre de choisir n'importe quelle couleur selon que ça lui plaise. Mais quand on dit une couleur, surtout pour vous qui êtes en train de faire le TP sur le blog, je vous prie instamment de ne pas utiliser des couleurs piquantes, un bleu piquant, un rouge piquant, un vert piquant et puis tout ça. C'est quand même ce qu'on appelle des couleurs discrètes. Le sens du beau oblige, n'est-ce pas? Là, il ne faut pas faire un site, vous avez votre texte avec un vert piquant, un bleu piquant, un rouge piquant, ou toutes ces autres choses-là. Il faut utiliser parfois des couleurs discrètes, n'est-ce pas? Bourgeoisie oblige, utiliser des couleurs discrète, n'est-ce pas? Donc, n'est-ce pas? Ça, c'était pour appliquer la couleur de fond. J'espère que nous avons testé ça. Là, le résultat était donc ce qu'il donnait ici. Je vous ai rappelé ici, et j'insiste encore sur le fait qu'il faut respecter en principe le sens du beau. Le sens du beau, ça, ce sont des choses avec lesquelles vous devrez beaucoup trop veiller. Il ne faut pas mettre n'importe quelle couleur. J'espère que même lorsque vous observez le slide, vous verrez quand même que les couleurs ont été choisies avec beaucoup trop de précautions, de façon méticuleuse. Donc j'attends aussi ça de vous. Alors, une image de fond, parce qu'ici on a mis jusqu'à présent une couleur de fond. On va voir comment est-ce qu'on peut mettre une image de fond, n'est-ce pas? On va essayer de modifier l'image de fond de la page, tout comme pour la couleur de fond. Il ne faut pas oublier que l'image de fond ne s'applique pas forcément à la page tout entière, ça peut s'appliquer à une partie de la page. On peut aussi mettre une image de fond derrière des titres, derrière des paragraphes ou derrière des parties ou des blocs de la page elle-même, n'est-ce pas? Ou on peut mettre à des parties de la page elle-même. Alors comment on peut faire pour l'image de fond? Je vais vous montrer ici comment est-ce qu'on peut appliquer une image de fond. D'abord, on commence par utiliser la propriété CSS Background Image pour justement renseigner l'image de fond. Et lorsque vous dites Background Image, vous allez lui passer l'URL, ça signifie le schéma ou l'emplacement de votre ressource. Ici, la ressource, c'est tout simplement une image. Et vous lui passez une image. Je vais prendre un exemple ici, avant de revenir sur les différentes options pour cela. Je prends d'abord une image. Alors, cette fois, je vais revenir dans le code. Je rentre d'abord à l'emplacement du fichier, parce qu'avant de renseigner une image, n'oubliez pas, il faut toujours s'assurer que vous êtes effectivement à l'emplacement même de l'image. Notre fichier index.html est ici. Le fichier CSS est ici. Comme le fichier CSS est dans un répertoire et que l'image est aussi dans un autre répertoire, avant d'atteindre l'image, il faut d'abord reculer, n'est-ce pas? On est dans CSS, on va reculer d'un pas, puis on entre maintenant dans
dans l'image. Regardez bien ce qui va se passer. Nous allons prendre neige.jpg. D'accord? Alors, observez bien ce que je vais faire ici. Dans Body, plutôt qu'utiliser la couleur, je vais mettre la couleur en commentaire. Je repasse mon clavier en anglais. Je replace la couleur en commentaire. Comme je vous l'ai dit, on va prendre background image. Background image. Voilà. Background image. Et cette fois-là, URL, je vais lui donner ceci. Je recule d'abord d'un pas. Puis je vais rentrer dans Images. Et je vais prendre neige.jpg. Et je vais enregistrer. Si tout se passe bien, ça devrait fonctionner. Très bien, ça fonctionne. Qu'est-ce que vous observez? Notre image neige.jpg a une petite subtilité. Lorsque je veux vérifier la taille, neige.jpg devrait faire environ 259 pixels x 194 pixels. Hein? Voilà pourquoi est-ce que l'image étant petite, on est obligé, n'est-ce pas, de répéter l'image plusieurs fois. D'accord? Dans le rendu du navigateur, à chaque fois que l'image affiche, on la répète, on la répète, on la répète, on la répète, puis à la fin on la répète, on la répète, on la répète, on la répétera un certain nombre de fois tant que nous continuerons encore à afficher la page. Maintenant voyons un autre point, les options disponibles pour l'image de fond. Alors, il y a plusieurs options qui sont disponibles pour l'image de fond. D'abord, premièrement, nous découvrirons quelles sont les options disponibles. Nous avons la propriété CSS Background Attachment pour fixer l'image de fond. Et voici comment est-ce qu'on utilise Background Attachment Fixed pour fixer l'image de fond. Alors, pour fixer l'image de fond, cette propriété CSS Background Attachment peut prendre deux valeurs, soit Fixed ou encore Scroll. Fixed pour dire l'image doit rester fixe pendant que nous sommes en train de défiler le contenu de la page, ou encore Scroll, l'image défile avec le texte par défaut. Ok? Voici ce qui arrive, regardez bien. Lorsque je défile, qu'est-ce que vous constatez? Observez très bien. Lorsque je défile, l'image de fond défile avec le texte. Et ce qui n'est pas du tout intéressant, parce que si quelqu'un était en train de lire, par exemple, bon, quoi que mon image soit de couleur claire et qu'on ne sait pas lire, si quelqu'un est en train de défiler, on ne sait pas lire parce que l'image est en train de défiler avec le texte de fond. Pour fixer, on va utiliser la propriété Background Attachment et on va fixer pour, n'est-ce pas, éviter ce défilement là-bas. On va utiliser Background Attachment. On lui dira Fixed. Fixed pour qu'il ne puisse pas scroller avec le contenu. Je vais actualiser. Maintenant, regardez. Lorsque je suis en train de naviguer sur ma page, l'image de fond est restée fixe. L'image de fond ne bouge pas, mais par contre, c'est simplement mon texte qui est en train de bouger. Il y a encore d'autres options à l'image de fond. On peut poursuivre. La répétition de l'image. Regardez bien ici, puisque nous avions une petite image, cette image se répétait plusieurs fois. Pour ça, on utilise la propriété CSS Background Repeat. Background Repeat pour définir la répétition de l'image de fond. Alors, pour la répétition de l'image de fond, il y a 4 propriétés pour ça. Background Repeat peut prendre la valeur non repeat, 4 valeurs plutôt. Non repeat, pour dire ne pas répéter. Ou soit repeat-x pour dire répéter mais sur l'axe des abscisses. Repeat-y pour dire répéter sur l'axe des ordonnées. Ou encore repeat, qui est la valeur par défaut, pour qu'on continue à répéter l'image un certain nombre de fois selon que l'on en ait encore besoin. Alors nous allons essayer les 3 différentes valeurs et voir le rendu que cela nous donne. N'est-ce pas? Alors, voilà, je vais prendre ici Background Repeat
je lui dis par exemple là, non repeat. Avec non repeat, une fois que j'actualise, bon, parce que mon texte est en blanc, hein, voilà pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à bien le lire, ou ça je peux quand même vous permettre de le lire. Je vais faire ce que je vous conseille pas trop de faire. Pour la couleur de fond, je prends peut-être une couleur grise, hein, pour vous permettre quand même de voir, parce que là sinon nous ne voyons presque rien. On va essayer de prendre un texte en gris. Voilà. Alors, lorsque vous observez bien, vous voyez que l'image de fond, non seulement qu'il ne défile pas avec le texte, mais nous avons refusé tout simplement la répétition. Nous pouvons aussi répéter, mais cette fois-là sur l'axe des abscisses. Ça veut dire, je peux lui dire ceci. Repeat X. Repeat X. Et cette fois-là, nous répétons l'image, mais sur l'axe de deux abscisses, n'est-ce pas? Vous pouvez bien le constater. Je peux aussi répéter, mais cette fois-là sur l'axe des ordonnées, hein, avec repeat Y, pour lui dire tu répètes l'image, mais cette fois seulement sur l'axe des ordonnées. Bon, vous allez remarquer que lorsque je suis en train de faire mon défilement, la répétition s'est faite simplement sur l'axe des ordonnées. Ou encore, quelle autre valeur nous n'avions pas testé jusqu'à présent? Il y avait repeat et un no repeat. D'accord? Je crois qu'on a un peu testé toutes ces valeurs-là. Alors, d'autres options, on peut aussi citer entre autres background position. Background position pour dire on peut donner une position à notre image de fond. Cette propriété, elle est, n'est-ce pas, elle peut prendre une valeur absolue, ça veut dire qu'on peut fixer en pixels, on peut lui donner une position, background position, pour lui dire tu prendras autant de pixels de gauche ou toi autant de pixels de droite. D'accord? Alors, je vais tester ça parce que ça vaut mieux que ce soit disposition pour les termes. Background position. Background position. Je vais mettre par exemple là 50 pixels. Et puis de l'autre côté 100 pixels. Alors, mais là, il fallait peut-être que je puisse d'abord enlever le background du repeat. C'est vrai que vous allez voir, mais pas trop ce que moi je voulais que vous puissiez voir. Je vais vous dire là, no repeat. D'accord. Je vais vous dire no repeat. Et nous permettre quand même de constater ce que nous voulons tous voir. Alors, à ce niveau, vous allez bien vous rendre compte qu'on a fait un décalage de 50 pixels horizontalement et un décalage de 100 pixels verticalement. Donc il est possible de fixer la position de notre image de fond. Mais vous pouvez aussi utiliser des valeurs top, right, je ne sais pas, left, center, bottom, et puis tout ça. Background position peut aussi prendre des valeurs comme ça, qui sont des valeurs tout à fait relatives. Hein. Donc ici, plutôt que placer des valeurs en pixels, parce que parfois on ne sait pas trop la taille de notre DV, si je peux lui dire par exemple le center, pour qu'il puisse centrer pour nous l'image. Remarquez bien, on a centré pour nous l'image au centre de la page. D'accord? L'image reste bien au centre de la page. Je peux lui dire par exemple de mettre l'image top, par exemple right. Donc au-dessus à droite. On peut placer pour nous l'image au-dessus et à droite. Je peux lui dire place pour nous l'image, je ne sais pas trop, en dessous à droite. En dessous à droite. Voici ce que ça peut donner. Donc, vous pouvez cogiter avec toutes ces valeurs et expérimenter par vous-même ce que ça peut donner. D'accord? Vous pouvez combiner, nous l'avons déjà fait. On va donc poursuivre dans ce cas. Alors, avec toutes ces options que nous venons de découvrir pour background image, background attachment pour que le fond reste fixe, background repeat pour la répétition de l'image, background position pour placer en haut à droite, et puis tout ça, on peut tous les combiner. C'est-à-dire on peut combiner toutes ces propriétés en une seule ligne de code. Vous dites tout simplement background, sans dire background image, vous dites tout simplement background, d'accord? URL pour renseigner la ressource de l'image, fixed pour le background attachment, no repeat pour le background repeat, top right pour background position. Donc, tout ce que nous venons d'écrire ici en plusieurs lignes de code peut s'écrire
en une seule ligne. Je veux supprimer ça après. Je remets d'abord la ligne. Je dis tout simplement background. Je lui dis URL. Je vais copier ça parce que ce sont toutes ces valeurs que nous voulons expérimenter. Position. Je lui donne la position. Attachment. Je lui dis fixed. Repeat. Je lui dis no repeat. Et puis je lui dis bottom right. Et le reste, je peux mettre en commentaire. Voilà. En commentant, si j'actualise, nous avons donc le même rendu. Donc il est possible de combiner toutes ces propriétés pour les muer en une seule ligne de code. Et nous avons tout ceci mis ensemble. Parce qu'on a combiné nos différentes propriétés. Il est aussi possible d'utiliser plusieurs images de fond sur une page. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une subtilité. Si vous voulez utiliser plusieurs images, il faudrait en principe que la plus petite image soit la première et que la plus grande soit la seconde. D'accord? Je vais faire flotter mon logo à gauche. Comme ça, je vais placer mon soleil à droite. Et puis, je placerai notre neige toujours à sa position. Donc, pour ce faire, voici ce que ça va demander. Alors, je reviens là. Je peux déplacer tout simplement d'abord mon logo. Je vais l'envoyer à gauche. Alors là, je commence par URL. Je vais prendre le soleil. On va prendre le soleil. Images. Je vais prendre le soleil. .jpeg. En tout cas, il faut toujours vérifier l'extension de votre image. Si vous y allez à l'aveuglette, vous n'aurez rien du tout. C'est soleil.png. Ok, c'est pas .jpeg, c'est .png. Soleil.png. Et les autres propriétés, ça sera pour lui. Je vais lui donner là. Ça ne sera pas en bas, ça sera plutôt au top. Top right. Et puis je vais mettre la neige et je lui demanderai d'être juste fixée, ça veut dire qu'elle peut se répéter autant de fois qu'elle est mérite. Ok. Alors à l'actualisation, waouh, il y a un petit problème. Alors qu'est-ce que nous n'avons pas mis correctement? Top right, la deuxième image, c'est un deuxième paramètre, il faut toujours ajouter une virgule, sinon ça ne passera pas du tout. Voilà. Et on peut bien constater que notre image de fond, ça pourrait être une grande image, elle ne serait pas bien de se répéter. Notre logo est de ses côtés qui fait flotter notre texte et notre soleil est bien au-dessus. Alors peut-être que vous n'arrivez pas à bien voir le texte à cause de sa couleur. Je vais un peu essayer de violer la règle ici en utilisant une valeur de couleur voilà. Hop là. Qu'est-ce que j'ai foutu? C'était pas là qu'il fallait que je le fasse. C'était pour notre texte, pour la ligne. Voilà. Voilà, j'ai mis un peu le texte en noir comme ça, tout le monde sait voir ce que nous sommes en train de faire en arrière-plan. Vous allez bien voir que nous avons la neige est en arrière-plan, le soleil également est en arrière-plan. Et lorsque notre texte flotte, il flotte donc derrière toutes ces choses-là. Ok? Donc j'espère bien que ça commence à venir chez tout un chacun. Alors, poursuivant, l'ordre, tout ça vous le trouverez dans le texte. Je crois bien que je peux m'arrêter au niveau de l'opacité. Alors la CSS nous permet de jouer très facilement avec les niveaux de transparence des éléments. Pour cela, nous allons utiliser des fonctionnalités de CSS3, entre autres la propriété opacity, ou soit encore la notion de RGBA. En fait, les deux s'évalent, mais peuvent s'utiliser de deux manières différentes. D'abord, on commence par opacity. La propriété opacity est très simple et permet d'indiquer le niveau d'opacité. En fait, c'est l'inverse de la transparence. Avec la valeur 1, l'élément sera totalement opaque. C'est qui est le comportement par défaut. Tout est déjà opaque. Voilà pourquoi ce que nous le percevons par la routine de l'œil. Mais
avec la valeur 0, l'élément sera totalement transparent. Donc on va essayer de jouer avec ça. Je vais jouer peut-être avec le premier paragraphe, je vais donner une opacité. Nous quitterons de la valeur 0.9 peut-être, jusqu'à la valeur peut-être 0.3 pour que tout le monde constate ce que ça peut donner. Alors on évolue petit à petit. Je crois bien qu'il prend 4 pt, c'est pour un paragraphe. Introduction 3. Voilà. Opacity, je vais donner une valeur 0.6. Commençons à 0.6. Comme ça fait un peu plus petit, quoi. Alors, on ira petit à petit avec ça. Regardez bien, à 0.6, le paragraphe n'est plus perceptible facilement à l'œil nu. Si je poursuis, je peux ramener la valeur à 0.3. On perçoit à peine le paragraphe. Si je descends à 0.1, eh bien, on lit très difficilement le texte. Mais quand je ramène cette valeur à 1, l'élément redevient opaque. Et on peut facilement apercevoir l'élément. Il n'y a pas que le texte qui est en pâtissé, même notre logo aussi. Vous voyez, maintenant, il y a une forte persistance au niveau du logo. Si j'ai ramené ça à 0,3, voilà, on voit à peine le logo, il devient lui aussi presque transparent. Ça, c'était la propriété opacité. Alors, qu'est-ce qui suit? On peut aussi utiliser RGBA pour faire la même chose, qui sera un troisième paramètre que l'on puisse rajouter. Avec la notion de RGBA, ça veut dire que vous renseignez les 3 couleurs, et puis le dernier paramètre du RGBA sera la valeur de l'opacité que vous renseignez à l'élément, n'est-ce pas? Il y a d'autres utilités avec les versions de navigateur, Internet Explorer à la version 1.9, tout ça vous découvrirez ça dans vos notes. Je ne vais pas longuement m'étaler dessus. Je vais stopper d'abord cette vidéo par ici pour revenir et parler des bordures et des ombres, des ombrages en bloc, les ombrages des textes et tout ce qui va avec, n'est-ce pas?